Quand j'étais ado, un homme régnait sur la Formule 1, le Baron Rouge. Rien ni personne ne semblait pouvoir l'arrêter dans sa quête de succès. Jusqu'au jour où un Espagnol, au sang chaud, l'a fait vaciller. Un jeune talent, rapide, instinctif, assoiffé de victoire et convaincu d'être le meilleur. Ce pilote allait mettre fin au règne de Michael Schumacher. Et c'est en partie lui qui a construit le fan de Formule 1 que je suis devenu. Pour faire tomber Ferrari et Michael Schumacher, il fallait des qualités hors du commun. Et la carrière de Fernando Alonso en est le meilleur exemple. 2 titres de champion du monde, plus de 100 podiums, 32 victoires, plus de 400 départs, 100 000 km en Grand Prix, 22 saisons et bientôt une 5e ère technique qu'il va traverser. Il a battu des champions du monde, il est passé par les plus grandes équipes, il a failli tout rafler, il a tout donné, à chaque tour, à chaque virage, et c'est encore vrai aujourd'hui. Il a été brillant, et pourtant. Malgré cette longévité exceptionnelle et ses succès, Fernando Alonso nourrit un regret. Et non, ce n'est pas l'absence d'un 3e titre mondial. Ce n'est pas un regret de carrière, ni un regret de chiffres, c'est plutôt un regret de vie, un vide plus intime. Celui de ne pas avoir su profiter du moment quand il brillait le plus. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on peut être exceptionnel et regretter quand même. Et si c'était ça finalement, le drame des grands champions qu'on admire. Dans cette vidéo, on va parler de Fernando Alonso, mais aussi de regrets, de confiance en soi, de pression, de mindset, de ce besoin constant d'en faire toujours plus, au point d'oublier ce qu'on vit. Aujourd'hui, on va regarder sa carrière autrement, un peu comme un récit de quelqu'un qui a couru après le sommet, sans toujours voir la beauté du chemin. Un pilote qui, obnubilé par la quête de son 3e titre mondial, a oublié d'habiter sa propre légende. La carrière de Fernando Alonso est un rappel qu'il faut apprendre à vivre pleinement, même au cœur de l'ambition et la quête de succès. Parce qu'un jour, il se pourrait que on regrette ce qu'on a oublié de savourer. Quand on me dit Fernando Alonso, je pense à un pilote exceptionnel en piste, un talent brut, une vista incroyable sur les départs, les combats rapprochés, le recul stratégique qu'il apporte. Et dès ses débuts avec Renault pour sa 2e saison complète en Formule 1, on voit un pilote qui n'a pas froid aux yeux et qui n'hésite pas à aller de l'avant. Il devient le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1 au Grand Prix de Malaisie en 2003. Mais il faudra attendre le Grand Prix de Hongrie pour le voir décrocher sa première victoire et devenir, une fois de plus, le plus jeune pilote vainqueur en Formule 1 à seulement 22 ans. Et pour la symbolique, lors de ce Grand Prix de Hongrie, il prend même un tour au grand Michael Schumacher, un Grand Prix qu'il a dominé de la tête aux pieds. Et on voit alors dans son attitude une jeunesse déterminée que l'on confond parfois, généralement, avec de l'arrogance. Et c'est le cas avec toutes les nouvelles recrues qu'on voit arriver en Formule 1. C'est le cas de pas mal de rookies, même s'il y en a qui font quand même preuve d'humilité. On a souvent tendance à confondre l'arrogance et la confiance en soi, surtout lorsqu'il s'agit d'athlètes de haut niveau. L'arrogance, elle vient masquer un déficit de certaines capacités. On vient gonfler notre image aux yeux du monde pour ne pas perdre la face, pour être plus grand que ce que l'on est vraiment. La confiance en soi, c'est autre chose. C'est une question de croire qu'on se sent capable de faire. C'est un état interne qui repose sur la conscience, l'acceptation, l'estime et l'affirmation de soi. C'est complètement indépendant du regard des autres. Les pilotes de Formule 1 ou même les athlètes de haut niveau sont rarement arrogants finalement, car ils sont intimement convaincus de leurs propres capacités et intimement convaincus qu'ils sont les meilleurs. Et si on prend l'échantillon de la Terre entière, oui, les 20 pilotes présents en Formule 1 sont largement au-dessus de tout le monde, même Lance Stroll. Et ça, nous, spectateurs, tant qu'on n'a pas eu la preuve tangible des capacités du pilote, qui se matérialisent généralement par des victoires, des comportements en piste, des batailles, etc., on le range dans la case arrogance, parce que, au fond, ça nous dérange aussi de voir quelqu'un capable d'afficher une telle confiance en soi. Tout simplement parce que la plupart d'entre nous n'en sommes pas capables. On projette beaucoup notre propre perception de la vie sur ces pilotes sans trop faire attention, et c'est normal. Et le petit jeune qui vient prendre son premier titre face au champion qui est bien en place a toujours eu cette image d'arrogance parce que jusqu'à son premier titre, il n'avait jamais vraiment prouvé être un très grand, et c'est normal. Et pour renverser Schumacher ou même n'importe quel autre grand champion, toute discipline confondue, il fallait une énorme confiance en soi et surtout la conviction intime que t'étais meilleur que lui. Autrement, ça marchait pas. T'as déjà perdu si t'as pas ça. Et la bascule s'est fait rapidement en 2005 et en 2006.
En plus de toutes les qualités de pilote et son talent brut, Alonso avait l'une des meilleures voitures de la grille. Il gagne avec la manière, que ce soit en dominant un Grand Prix ou en résistant à Michael Schumacher comme à Imola. Des derniers tours absolument fabuleux et à revoir sans modération. Toujours contre Michael Schumacher, vous avez la Hongrie en 2006 et une masterclass de pilotage sous la pluie. Bref, les exemples ne manquent pas. On fête les titres, mais on repart de plus belle pour aller en glaner un autre. Tout l'environnement tourne autour de Fernando Alonso à ce moment-là. Tout est fait pour lui. Il devient une star mondiale. On le regarde, on l'écoute, on le célèbre. Il fait le show avec des célébrations devenues cultes en sortant de la voiture. Il est celui qui a battu Michael Schumacher. Et il aime ça, à tel point qu'on pourrait y voir une sorte de faille narcissique. Une faille narcissique, c'est entre autres un besoin d'être admiré sans réserve et un sentiment que tout lui est dû. Alors, je vais dédramatiser tout de suite, ça fait pas de lui un mauvais être humain. Calmons-nous. C'est un grand mot, quoi. Par contre, vous allez voir que la suite de sa carrière et certains événements vont peut-être mettre un petit peu en relief cette faille narcissique. Tout s'enchaîne parfaitement, mais est-ce qu'il prend le temps de savourer l'immensité de son exploit? Du haut de ses 24 ans, il fait tomber le plus grand pilote de sa génération. Eh bien, pas spécialement. Il garde un vague souvenir de ses après-midi à Interlagos lors de ses titres. Mais Alonso est toujours tourné vers la suite. Le prochain Grand Prix, pour être encore meilleur. Parce que, à tout ça, il y a une question qui émerge directement derrière, c'est une fois qu'on a battu Schumacher, on fait quoi? Eh ben, on va chercher plus. Et finalement, c'est cette quête permanente du 3e titre mondial qui va l'empêcher de savourer les accomplissements qu'il a vécus en chemin. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, tout tournait autour de lui chez Renault. Il était choyé, il était admiré sans réserve, il était encore suffisamment jeune pour comprendre que tout ne lui était pas dû et qu'il avait encore des choses à prouver, et je suppose que Flavio Briatore était là pour remettre les points sur les i quand il le fallait. Désormais double champion du monde, l'atterrissage va être rude chez McLaren. Changer d'écurie pour un plus gros salaire et avoir la possibilité d'aller chercher plus de titres encore, ça fait complètement sens. On avait tous hâte de le voir prendre une autre dimension, de confirmer ses 2 premiers titres, et surtout, de voir s'exprimer son talent exceptionnel autrement. Mais là où il avait le contrôle chez Renault et où tout tournait autour de lui, eh bien chez McLaren, c'est carrément l'inverse. Choc des cultures, un nouvel équipier qui se positionne directement à son niveau. Il doit jouer le jeu de l'équipe, mais il n'a pas un environnement qui lui plaît et qui lui est nécessaire pour aller chercher le titre mondial. La bataille avec Hamilton tourne au fiasco. On sent une tension énorme dans l'écurie, qui finira même par laisser le titre pilote à Raikkonen. Et le tout sur fond d'affaires d'espionnage, bref, la totale. On voit un Fernando Alonso en besoin de contrôle. Un contrôle qui, peu importe ce qu'il fait, lui échappe. Et à ce moment-là, on commence à voir un Fernando plus piquant, plus méchant, plus mesquin, bref, un pilote aux très grandes qualités en piste, mais peut-être un peu too much en dehors. Est-on en présence de cette faille narcissique? Peut-être, probablement. Le problème, c'est que ce schéma-là, il va se répéter. L'association qui pouvait faire rêver prend enfin forme. Le talent brut d'Alonso et sa soif de succès associés à la plus mythique des écuries de Formule 1, Ferrari. J'étais comme un gamin à l'époque en me disant que ça allait envoyer face à une concurrence méga relevée. On avait Button et Hamilton chez McLaren, Rosberg et Schumacher qui sortaient de sa retraite chez Mercedes, le jeune Vettel prometteur et Webber chez Red Bull, bref, ça allait faire du spectacle. Et on était aussi curieux de voir à quel point Fernando allait rentrer dans ce moule qu'était Ferrari et comment Ferrari allait donner les armes nécessaires à Alonso. Et on se disait que, de caractère latin, même si ça allait faire des étincelles, au moins, ça arriverait à communiquer et à se comprendre un minimum. Alonso est, à cette époque, et ça reste mon point de vue, toujours le meilleur pilote. Du moins, c'est celui qui est le plus complet et surtout le mieux préparé. Et la préparation, c'est un des traits de caractère de Fernando Alonso. Toujours un pilotage presque parfait, que ce soit les départs, les batailles roue contre roue, on a un pilote chirurgical. Mais en plus de cela, on a un pilote stratège dans la voiture. Il est capable de lire une course à distance, de réfléchir, d'adapter des plans stratégiques, bref, piloter vite, c'est bien. Pouvoir réfléchir en même temps pour prendre la bonne décision, beaucoup n'ont pas cette capacité aussi développée, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle en Formule 1. Il m'a impressionné à cette époque-là, je pense que c'était le cas de tout le monde qui regardait la Formule 1.
Je l'ai énormément admiré et surtout j'attendais chaque Grand Prix avec une énorme impatience parce que j'avais envie de le voir me surprendre sur qu'est-ce qu'il allait nous sortir du chapeau, une stratégie, un dépassement, une réflexion, ceci, cela. Bref, du Fernando Alonso qui allait chercher des trucs à gauche et à droite et qui arrivait à marquer des points qu'il aurait peut-être pas pu marquer autrement ou même aller chercher des victoires de cette manière. Toutes ces qualités de pilote, il le doit à sa préparation qui est minutieuse, qui est même presque maladive chez lui. Alonso va chercher tous les détails, travaille toutes les stratégies et envisage tous les cas de figure sur un départ par exemple. En fait, c'est surtout pour savoir quels sont ses prochains coups de disponibles. Par exemple, s'il gagne une position, alors la meilleure stratégie que ça lui permet de faire, c'est la A. S'il perd une position, du coup, la meilleure stratégie dans ce contexte, c'est la C. Et donc, il peut adapter son pilotage en fonction. De même manière, tout le monde retient son départ fulgurant au Grand Prix d'Espagne en 2011, mais celui que je retiens le plus, c'est son départ en 2013, parce qu'il est vraiment beaucoup plus spécial. En fait, le matin même, il regarde la course de GP2 à l'époque, et il se rend compte que dans ce long virage 3, à l'extérieur, ça peut passer. Il y a du grip, il y a quelque chose. C'est une information qu'il a enregistrée, et il l'a ajoutée à son arsenal. Et de cette manière, il récupère 2 places en passant par l'extérieur, et je crois même que c'est sa dernière victoire en Grand Prix qui a suivi derrière. Encore une fois, il faut bien comprendre qu'il ne prévoit pas tout ce qu'il va faire, mais il a un inventaire qui est méga fourni, dans lequel il a une solution à la très grande majorité des situations. Et c'est aussi en partie grâce à ça qu'il va chercher des victoires, des podiums et des points avec une voiture un cran en dessous des meilleurs du plateau. Il échoue par 2 fois à la couronne mondiale à la dernière course, où il a tout donné, tout fait, mais où la chance n'a jamais basculé de son côté. Franchement, Brésil 2012, j'arrive toujours pas à y croire. Je ne comprends pas comment Sébastien Vettel a réussi à prendre le titre. Je sais pas. Il y a un truc. Alors, j'étais dégoûté à l'époque, non pas parce que j'étais fan de Fernando Alonso, je suis pas spécialement fan de lui, mais parce que, intimement, je voulais le voir écrire cette histoire de récupérer ce 3e titre mondial avec Ferrari de cette manière-là. Surtout après cette saison 2012 incroyable. Alors oui, il a mis toutes les chances de son côté en se préparant. C'est dans son caractère, comme un grand champion. Grand champion qu'il est. Il se prépare à tout pour ne plus avoir qu'à exécuter. Kobe Bryant était comme ça aussi. Usain Bolt disait que l'entraînement ou la préparation, c'est 99% du boulot. La compétition consiste à simplement venir et à exécuter. C'est facile. D'ailleurs, je suis certain que la plupart d'entre vous avaient déjà expérimenté ce sentiment de confiance décuplé quand vous vous pointez à un examen, que vous allez faire une présentation, que vous jouez un truc important et que vous l'avez préparé et que vous connaissez tout sur le bout des doigts, que vous êtes méga à l'aise, que vous savez ce qui va se passer et que vous êtes en confiance absolue. Dans le cas de Fernando Alonso, et il le dit très bien dans le podcast High Performance, l'avantage de se préparer comme ça a pour conséquence de créer une sorte d'automatisme, oui, mais pour lui, c'est pour s'enlever de la pression et surtout pour se dégager d'une responsabilité en cas d'échec. En fait, en se préparant au maximum, il s'ouvre aussi cette porte-là de pouvoir dire « si ça échoue, c'est pas ma faute ». Et je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec cette facette de sa personnalité. Je pense que on a tous du mal avec cette facette, d'une certaine manière. C'est effectivement là où ça bloque. Alonso est tellement dans sa préparation pour ne pas échouer qu'il peine à se remettre en question pour faire fonctionner tout l'écosystème autour de lui. La pression qu'il se retire en se préparant pour ne pas échouer le dimanche se transfère sur l'équipe directement. Car du coup, si ça échoue, ça ne sera pas de sa faute, mais celle de l'équipe. Et ça bousille le collectif. En se préparant au mieux, Alonso plombe son équipe alors qu'elle a besoin de lui, que ce soit pour gagner ensemble ou plus important, pour perdre ensemble. Son passage chez Ferrari, ça a été la grandeur mais sans le bonheur. Et pour Fernando Alonso, comme pour beaucoup d'athlètes de haut niveau, le bonheur, ça passe par la réussite. Et on a souvent tendance à associer bonheur avec réussite. Et vous allez me dire, en même temps, quand t'es au fond du trou, c'est pas spécialement incroyable non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Chez Fernando Alonso, le fait de profiter était un concept qui entrait en contradiction avec le fait d'être sérieux dans sa quête de succès. Si tu te fais kiffer et que tu profites, ça veut certainement dire que tu veux pas vraiment le succès ou la réussite. T'es pas professionnel. Il y a un côté très dur, un peu violent envers soi-même, une sorte d'interdiction morale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension avec le regard des autres, une dimension du paraître. Alors tout ça, ça me fait évidemment penser à, vous savez, cette personne qui te dit « tu prends ton après-midi,
alors qu'il est 18 h, que t'as fini tout ton boulot, que t'as même pris de l'avance, et que t'as juste envie de partir et de te faire kiffer quoi. En allant plus loin, ça me fait aussi penser à Lewis Hamilton qui, lui, a compris comment il pouvait être encore plus performant en choisissant d'être tout simplement lui-même et d'être heureux. Faire la teuf à la Barbade avec Rihanna et mettre une volée à tout un peloton, y compris ton ennemi d'enfance le dimanche suivant, c'est quand même quelque chose. Parce que Lewis Hamilton, comme peu d'athlètes, et même peu de gens comme nous, a compris que profiter n'était pas forcément corrélé à la réussite d'un objectif, mais plutôt à son processus. Et on l'oublie beaucoup trop souvent. Alonso a été tellement pris mentalement par son objectif et comment ne pas faillir, qu'il en a saccagé son processus. Il a oublié qu'il pouvait juste apprécier le simple fait d'être un pilote Ferrari en quête d'un 3e titre mondial. C'est déjà énorme, c'est génial en vrai. Alors attention, je ne dis pas que Fernando Alonso a vécu dans la tristesse la plus absolue et qu'il n'a rien apprécié de 2006 à 2018 et sa retraite de la Formule 1, quand même pas. Mais l'histoire aurait été bien différente s'il avait pris le temps de plus apprécier le cheminement vers un 3e titre plutôt que de l'attendre pour se faire plaisir. Et si finalement l'absence de ce 3e titre n'était pas le signe que peut-être quelque chose d'encore plus grand l'attendait derrière ? Pour la première fois depuis des décennies, un pilote de Formule 1 titulaire ne prenait pas le départ du Grand Prix de Monaco car il était occupé à autre chose. De l'autre côté de l'Atlantique, Alonso attaquait un des 3 joyaux des courses de sport automobile, les 500 miles d'Indianapolis. Et dans cette saison 2017 de Formule 1 particulièrement difficile pour Fernando Alonso, quel bonheur de le voir se battre comme un taureau à l'avant du paquet en IndyCar. Enfin, on revoyait un pilote talentueux toucher du doigt quelque chose qui avait l'air de l'animer. Apprendre la course sur ovale n'a rien de simple, mais on l'a vu exceller sur cette première tentative de décrocher la victoire. Et qu'est-ce que ça fait du bien, car son retour chez McLaren et l'association avec Honda tournent au fiasco en Formule 1. On commence de plus en plus à douter du pilote en lui-même, incapable d'emmener une équipe sur le droit chemin. Là, on voit un Fernando Alonso se réinventer. Et surtout, on voit un pilote capable d'accomplir ce qu'un seul autre pilote a fait avant lui, décrocher la triple couronne. La triple couronne est un accomplissement non officiel du sport automobile. Elle consiste à gagner le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Ce sont les 3 courses les plus mythiques de la planète. Seul Graham Hill est détenteur de cette couronne. Et dans une ère de surspécialisation quasi obligatoire pour pouvoir performer à plus haut niveau, avoir un pilote qui transcende le pilotage sur 3 disciplines complètement différentes, c'est un événement énorme. Et c'est inscrire son nom au-delà de la Formule 1. Peut-être que finalement, elle est là la véritable vocation de Fernando Alonso. C'est pas le 3e titre mondial, c'est de décrocher cette triple couronne. L'exercice 2017 ne se passe pas comme prévu avec un abandon sur casse mécanique. L'ironie veut que ce soit un moteur Honda comme en Formule 1. Mais la brèche est ouverte, et dans un ras-le-bol général de n'être qu'un anonyme parmi tant d'autres sur une grille de départ, de ne plus pouvoir courir pour avoir l'opportunité de gagner et de ne plus compter, partir à l'assaut de cette triple couronne arrive finalement un peu à point nommé. Malgré 3 tentatives, dont une élimination un petit peu humiliante qui l'empêche de prendre le départ de l'Indy 500, il ne gagne toujours pas cette course. Alors, il met l'Indy 500 un peu de côté. Et donc, il se concentre sur l'autre course, les 24 heures du Mans. Et alors là, il va falloir réapprendre beaucoup de choses, mettre son ego de côté parce qu'il est clairement pas le meilleur. Et Fernando Alonso, il a toujours eu un problème sur faire les choses s'il n'est pas le meilleur. Il anticipe tout pour essayer de toujours être le meilleur dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il cuisine pas, par exemple. C'est parce que c'est pas le meilleur. Il apprend énormément de ses coéquipiers, Buemi et Nakajima. Et il s'adapte. Il rentre bien dans le moule de cette compétition, qui est le championnat du monde d'endurance. Et il gagne par 2 fois les 24 heures du Mans. Et vous pouvez même retrouver son relais de nuit quelque part sur YouTube, qui est tout simplement fabuleux et d'un rythme totalement fou. On a un très grand Fernando Alonso. Il sert l'équipe et ses coéquipiers. Il brille parce qu'il arrive à faire briller les autres et parce qu'en endurance, un pilote ne peut pas faire preuve d'égoïsme. C'est vraiment l'inverse de tout ce qu'a connu Fernando Alonso à ce moment-là. Et à cette même période, il part faire le rallye Dakar. Et pour le coup, ça, c'est un retour aussi aux fondamentaux. Le Dakar, c'est plus qu'une course, c'est une aventure humaine, où il faut apprendre énormément sur la manière de piloter, de comprendre le terrain, de s'orienter, mais aussi de faire la mécanique soi-même, et dans des conditions très sommaires. On est très loin des paddocks de Formule 1 et de toute l'assistance pour quoi que ce soit. Et ça lui fait du bien.
de se retrouver dans du sport automobile pur. Et c'était tout autant le cas avec les 24 heures du Mans à cette époque, qui jouissait d'une simplicité tranchante avec le monde de la Formule 1. Au final, on a eu un Fernando Alonso qui est parti explorer pour se trouver, ou du moins peut-être se retrouver. Mais il y a évidemment un goût d'inachevé avec cette tentative de se réinventer, parce qu'il n'a toujours pas gagné l'Indy 500. Et parce que la Formule 1, ça reste la Formule 1. En vrai, oui, j'étais pas surpris de savoir qu'il revenait. Je l'avais même senti au moment de lui dire au revoir en vidéo fin 2018, mais j'étais aussi content car ça reste un pilote exceptionnel. Et je voulais voir son évolution. Pas tant sur la piste, mais plus en dehors. Là où on peut trouver ça dommage ou peut-être bizarre, et ça a été mon cas, c'est un retour avec Renault, devenu Alpine. Un retour à la case départ, jouant sur la nostalgie d'un passé bien trop lointain, pour raviver une flamme. Si on avait un Alonso qui a commencé à se réinventer, j'ai l'impression qu'il a tout mis à la poubelle en revenant en Formule 1, et encore plus avec Renault. Mais là, c'est le communicant de formation qui vous parle et qui aime laisser le passé là où il est. Fernando Alonso a un amour inconditionnel de la Formule 1, de ce qu'elle génère pour lui, mais aussi pour les spectateurs. Et c'est difficile de lui en vouloir là-dessus. Mais oui, on voit un Fernando Alonso un peu plus relaxé, un peu plus détendu, un peu plus team player, un peu plus jouant l'équipe quoi, mais toujours aussi déterminé par contre. Il encense Alpine ou encore Aston Martin lorsqu'il est arrivé chez eux en 2023, brosse dans le sens du poil, voire parfois un peu trop. Ça crée une bonne dynamique et son expérience est extrêmement précieuse, surtout sur les week-ends de Grand Prix. Mais il n'a rien perdu de sa superbe. En témoigne son combat contre Lewis Hamilton en Hongrie en 2021, qui protège la victoire d'Esteban Ocon. Il monte même sur le podium au Qatar quelques courses plus tard. On peut citer encore sa vista en combat rapproché avec Sergio Pérez au Brésil ou encore la feinte sur George Russell en Australie, dont Johnny Herbert se fera une joie de le pénaliser. Il est toujours aussi chirurgical, mais on voit tout de même des signes de fatigue et l'âge commence doucement à peser, le cycle normal de la vie. On parle même de petites blessures, des cervicales pincées, un mal de dos, une épaule fragile. Même si on s'entretient bien, 24 Grands Prix de Formule 1, ça marque physiquement, surtout quand la compétition est acharnée. Je crois, sur tous les Fast Five qu'on a fait, avoir souligné toutes les erreurs de Fernando Alonso depuis qu'il est revenu. Non pas parce que j'apprécie faire ça, bien au contraire, mais parce que c'était extrêmement rare avant et ça le devient de moins en moins. Mais les vieux démons reviennent relativement vite, parce que derrière tout ce love bombing de tout est génial au début d'une collaboration, se cache toujours cette déresponsabilisation de si ça échoue, c'est pas ma faute. Et malheureusement, si gagner ensemble ne le dérange pas, perdre ensemble, il a toujours du mal. C'est compréhensible, et cela précipite à raison son transfert chez Aston Martin au vu du management catastrophique chez Alpine. Et rebelote, love bombing, Lance Stroll est un super pilote, il a un retour exceptionnel sur la voiture, je l'aide même sur ses réglages de balance de frein pendant le Grand Prix, l'équipe est top. Normal, il se retrouve avec une voiture capable de faire des podiums et sur laquelle il n'a pas eu besoin de travailler avant. Tout va bien et puis les Grands Prix passent. Et 2 saisons plus tard, on retrouve une nouvelle fois un Fernando Alonso résigné, fatigué, parfois agacé, car oui, Aston Martin n'est pas en train de se battre pour la victoire. On ne parle que de son âge et de quand il pense pouvoir prendre sa retraite, quand bien même il a un contrat ferme pour 2026. Est-ce qu'on a un pilote qui a changé? Mais peut-être plus important, est-ce qu'on a un pilote qui a accepté de changer? En partie oui, en partie non. Oui, parce qu'il prend vraiment plus le temps d'apprécier tout ce qu'il n'appréciait pas avant quand il était sur un week-end de Grand Prix. Parce que, quelque part, il conçoit que le projet Aston Martin est un peu plus grand que lui et qu'il prend du plaisir dans le fait de participer à cette écurie qui, un jour peut-être, sera championne du monde. On ne le sait pas encore. Et non, on a un Fernando Alonso qui a toujours ses démons, mais il arrive quand même à mieux les tenir. Au lieu d'un Fernando Alonso très vocal, sur des radios, sur des déclarations, etc., il est peut-être un petit peu moins bavard, un peu moins violent. Et on sait qu'il va vivre une saison 2026 incroyable pour lui. Non pas par rapport aux résultats, mais par rapport au process. Piloter une voiture du génie d'Adrian Newey, une nouvelle réglementation, un nouveau moteur, bref, un renouveau. Et ce sera probablement son dernier renouveau en Formule 1. Aujourd'hui, quand je regarde Fernando Alonso, j'éprouve un mélange d'admiration et de frustration. J'admire toujours autant le pilote, son talent brut, son intelligence de course incroyable et sa vista dans les batailles en piste. Mais j'ai le sentiment qu'il a manqué sa véritable vocation de devenir encore plus grand en quittant la Formule 1. Pas parce qu'il n'était plus à la hauteur, au contraire, plutôt parce qu'il avait commencé à se réinventer.
Le Dakar, l'Endurance, les 24 heures du Mans, l'Indy 500, cette fameuse triple couronne qu'on voulait le voir décrocher alors qu'il était encore à son prime, et par extension, tous les autres accomplissements légendaires et possibles du sport automobile. S'il y en a un qui pouvait le faire et y mettre un coup de projecteur médiatique, c'était bien lui. Et puis, il est revenu. Il a replongé dans le paddock, dans une quête qui, pour beaucoup, semble de plus en plus inaccessible. Décrocher un 3e titre mondial en Formule 1. Peut-être par amour, peut-être par orgueil, ou peut-être parce qu'on ne décroche jamais vraiment de ce qui nous a fait naître aux yeux du monde. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu ce Fernando Alonso-là s'élever au-delà de la Formule 1, de ne pas l'avoir vu aller jusque où il aurait pu aller, entre guillemets, libre et déchaîné, tu vois. Transcender finalement le mythe de la triple couronne et d'habiter cette légende-là au profit d'un 3e titre mondial en Formule 1. Je tire 2 leçons qui me parlent beaucoup de la carrière de Fernando Alonso. Se réinventer, ce qui est toujours difficile, effrayant, nouveau, pas forcément ce que l'on aurait voulu, et potentiellement trouver sa véritable vocation. Ça a été un processus chez moi depuis de nombreux mois, et ça va continuer encore un peu, je pense. On ne finit pas toujours avec la vocation qu'on aurait voulu avoir, et je pense que parmi vous, il y en a plein, comme moi, qui voulaient devenir pilote de Formule 1. Et c'était tout simplement pas notre vocation, et c'est pas grave. Mais je suis certain que parmi vous, il y en a plein qui ont trouvé leur propre vocation ou qui ont su se réinventer et trouver quelque chose de nouveau. Et si vous pouvez nous en faire part dans les commentaires de tout ce processus-là, ce serait vraiment génial parce que je pense que trouver sa vocation, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'espère, et je le souhaite sincèrement à tout le monde, vivez-le si c'est le cas, au plus profond de votre âme. Et d'ailleurs, je sais pas encore si ma propre vocation, c'est celle de parler à une caméra devant vous sur YouTube. Peut-être que c'est autre chose, peut-être qu'il y a d'autres trucs qui m'attendent, on verra bien. La deuxième leçon, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour apprécier ce que l'on a. Que dans une quête de succès, dans une obsession de progression, on peut oublier de savourer ce qu'on est déjà en train de vivre. Que le sommet, parfois, on l'atteint, mais qu'on est tellement tourné vers l'après qu'on ne réalise même pas qu'on y est. Et c'est universel et ça s'applique à chacun de nous. Peu importe les objectifs, les succès et les échecs. Ça va de réussir un examen, à obtenir une promotion ou un job, ou encore construire une famille ou un projet de vie qui nous passionne, ça peut être tout. Alors un peu comme Fernando Alonso, j'ai parfois du mal à contempler tous les événements de fou furieux que j'ai eu la chance de vivre, mais ça va encore. J'arrive à kiffer l'instant présent, et à prendre tout ça et à garder ça vraiment au fond de moi et à faire des images mentales et des boules de souvenirs comme dans Vice Versa. Je peux pas le prononcer autrement. Comme Fernando Alonso, j'ai du mal à freiner. J'ai le même résultat de pas savoir bien apprécier le processus, mais c'est pas pour les mêmes raisons que ça se produit. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont aussi ce problème-là. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Fernando Alonso me rappelle tout ça, qu'on peut tout bien faire et avoir quand même des regrets. Et que ces regrets, s'ils sont compris, peuvent devenir des leçons, des rappels, des boussoles. Il a oublié d'habiter sa propre légende, et c'est certainement pour cela qu'il est revenu en Formule 1, pour tenter de se libérer de ses regrets et de ne pas avoir assez profité pendant toutes ces années du sport qu'il a toujours adoré inconditionnellement, passant peut-être à côté d'une vocation qu'il ira, pourquoi pas, chercher plus tard. La plus belle des victoires finalement, ce n'est pas un chiffre ou même une statistique qu'on écrit dans les livres, c'est celle que l'on savoure, celle que l'on ressent, au moment où on la fait prendre forme et surtout au moment où on la vit dans tout ce processus.